Et les cultures, animistes, proposent justement ces clés de lecture du monde, hem, où humains et non humains, partagent un même temps et un même espace. Et parfois, dans certaines spiritualités, hors sol, je fais exprès de les appeler comme ça, oh là là, qu'est-ce qu'on peut se raconter des choses? Il y a juste, non pas expansion de la conscience, mais expansion de l'ego spirituel. L'émergence de nouveaux imaginaires peuvent justement permettre, selon moi, à venir nourrir, de nouvelles croyances, de qu'est-ce que c'est que ce monde-là? Qu'est-ce que c'est que cette expérience qu'on appelle la vie? Les gens, qu'est-ce qu'ils jugent important dans leur vie? Est-ce que ce qui est important, est-ce que c'est de parler à la radio? Est-ce que c'est Life, truth, light. He is love. He is the supreme good. Who are you? Who are you? Bonjour Pierre, je suis content de faire, cet entretien avec toi. Donc Pierre Talaron, je vais te présenter très, très, très rapidement, mais tu rajouteras parce que ça m'intéresserait de voir comment tu te présentes. Nous, on se connaît depuis 20 ans et on a fait déjà pas mal de choses ensemble. Peut-être qu'on se conn je te connaissais principalement sous, ton versant de metteur en scène, mais nos discussions nous ont amenés dans plein d'autres lieux qui nous intéressent. Alors peut-être que toi, tu peux en te présenter comme tu le souhaites, ça sera peut-être aussi bien ou mieux même. Eh ben, ouais. Bonjour Eric, merci pour cette invitation. Donc tu me présentes comme, metteur en scène. C'est une assez bonne manière, de me présenter pour ce qui est de mon activité, artistique, on va dire. Puisque c'est principalement ça que je fais, soit pour des pièces que je signe moi-même et je travaille aussi pour, d'autres personnes dans un rapport de commande. Je J'écris des mises en scène pour, le projet d'autres. Hem Et oui, ce qui m'intéresse dans ce travail-là de mise en scène, c'est d'offrir, une qualité de regard, heu et que ce regard-là puisse, arriver à poétiser, certaines choses, qui m'entourent. Et l'autre chose qui est intéressante aussi pour moi, quand je me mets au service de quelqu'un d'autre, c'est d'arriver peut-être, parfois, à me mettre au service, d'un désir poétique, qui n'est pas le mien et de plonger, là-dedans et de voir, ce qu'on peut faire. Donc oui, je suis metteur en scène. Tu tout de suite, tu as utilisé un gros mot, hein, qui est absolument défendu sur cette chaîne, c'est le mot poésie, donc c'est absolument défendu. C'est parce que c'est un mot je sais que tu ne mets pas tout à fait le même sens que quand on est en sixième et qu'on doit répéter une poésie appris par cœur. Donc, moi j'utilise beaucoup l'idée par exemple de réenchanter le monde qui n'est pas de moi, de Weber je crois ou Ferber ou je ne sais plus, je confonds toujours. Mais toi peut-être, qu'est-ce que tu mets derrière le mot poésie? Je pense que tu mets autre chose que de la récitation scolaire. Mmh. Bah, pour moi, derrière le mot poésie, je mets à peu près, tout en dehors de la récitation justement, puisqu'il s'agit pas, dans une fibre poétique de réciter des choses qui préexistent, heu mais de se mettre dans une certaine, je parlais de lecture, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup la lecture et aussi bien d'un point de vue, littéraire que d'un point de vue sensible. Pour moi, être au monde, c'est, être dans une capacité de lecture de ce qui nous entoure et la poésie, c'est un exercice de lecture et c'est en même temps qu'un exercice de lecture, c'est aussi un exercice, d'écriture, en fait et la lecture et l'écriture, poétique, pour moi, ça se rejoint, ça se construit dans une fibre assez subversive. Alors on peut l'entendre d'un point de vue politique et moi je le défends complètement, mais c'est juste dans une manière, peut-être avant qu'elle soit politique, qu'elle puisse être déjà culturelle, qui est une manière de questionner nos manières de voir, de questionner, nos 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 certitudes, de mettre un peu du doute ou au moins de l'espace, de la question dans dans les différentes sphères qu'on occupe durant notre vie. Alors, tu utilises à nouveau 2 mots qui veulent dire des choses pour toi, lecture et écriture. À nouveau, c'est pas scolaire. Moi, en chamanisme, ça va être souvent, on va parler d'une perception du monde. Donc j'ai l'impression que c'est
ta lecture du monde aussi. Et après, quand tu parles d'écriture, moi, j'ai l'impression qu'une fois que j'ai une perception particulière du monde liée à un état modifié, à un état de conscience peut-être de plus en plus vaste, je ne sais pas s'il est motivé, mais à une présence ou à quelque chose comme ça, après, je peux avoir une interaction avec ce monde. Je peux entrer en interaction. C'est peut-être ce que tu appelles écriture, quoi. Bah, ouais, il y a de ça, ouais. Quand j'ai l'occasion de travailler avec des interprètes qui viennent du milieu théâtral ou chorégraphique ou du cirque, en tout cas des gens qui sont interprètes pour l'espace scénique, je leur propose toujours d'être à cet endroit-là, conjoint de lecture et d'écriture. Et ça revient à ce que tu dis effectivement, c'est-à-dire d'être dans un champ perceptif, très poreux, et en même temps d'être dans un champ, expressif, très libre. Alors on pourrait parler d'improvisation, c'est un terme qui est employé, beaucoup dans les arts, scéniques. Mais moi j'aime bien l'idée, qui ça revient à peu près au même, mais j'aime bien le terme de composition spontanée. Parce que justement, ça nous oblige à être à cet endroit-là, d'être, très poreux, très sensible dans nos sensations, dans nos perceptions et le plus précis possible peut-être aussi, dans la qualité qu'on a de s'exprimer. Ce qui est une manière d'être au monde, hein, en fait, s'exprimer, c'est une manière d'affirmer sa présence, quoi. J'aime bien, hein, c'est bien sûr, tu vas chercher tes références, dans le théâtre, autant que tu veux, mais je sais que c'est pas le seul endroit où tu travailles. On va parler très vite, de la nature, du vivant et d'autres choses comme ça qui nous relient aussi. Mais ce que tu viens de dire me fait penser et peut-être que tu vas venir me voir parce que je t'avais dit que quand je t'ai rencontré, tu as dit je t'ai entendu très rapidement lors de notre première rencontre, évoquer cette idée que tu aimais travailler non pas avec des comédiens, des gens qui jouent la comédie, mais avec des acteurs au sens où ce sont des personnes qui posent un acte. On n'est pas loin de l'acting, on n'est pas loin, de façon d'agir et qui posent un acte dans un espace sacré, que peut, eux, être la scène ou autre chose et j'ai trouvé à ce moment-là qu'on aurait sûrement plein de choses à faire et c'est ce qu'on fait depuis 20 ans et qu'on va continuer, j'espère, qui est, d'avoir cette occasion de poser un acte en conscience dans un espace sacré ou un espace dont on est conscient et qui pour moi, c'est une des définitions possibles du rituel. Donc on peut se retrouver aussi là. Ouais, bien sûr. Bah, ouais, ouais, le rituel, c'est un magnifique mot, je serais, pas tout à fait légitime, je crois, à parler de ce qu'est un rituel, mais en tout cas, c'est une notion qui, moi, m'importe beaucoup et me touche beaucoup, parce que ça a à voir avec ce que tu viens de mentionner, avec le fait de poser un acte dans un espace, déterminé. Heu et c'est ce qui permet, justement que tout soit possible, qu'absolument tout soit possible, avec, comme réserve le comment. On peut absolument tout faire, mais pas de n'importe quelle manière et cette possibilité de pouvoir tout faire, bah, nous est permis par justement, cet endroit-là, cet espace, sacré, dans ce temps sacré, on peut appeler effectivement, rituel, ouais. Non, cet espace et ce temps, je t'emmène bien vite à cet endroit-là. Je sais qu'un des projets qui te tient à cœur, que tu mènes depuis au moins 2 3 ans maintenant, je crois qu'il s'appelle «Les récits vivants» et peut-être, je ne sais pas, peut-être cette vidéo s'appellera quelque chose comme «Les nouveaux récits du vivant». Donc si tout à l'heure j'ai dit que tu pouvais être, metteur en scène, tu mets en scène des montagnes, il me semble, des vallées, des qu'est-ce que tu mets en scène? J'ai l'impression que c'est des choses comme ça les dernières fois que je t'ai vu mettre des choses en scène. Mmh. Ouais, il y a de ça. Bon, alors tu évoques les récits vivants, je vais en parler très rapidement parce que c'est pas tout à fait le cœur de sujet de ce dont on a envie de parler aujourd'hui, je crois, mais les récits vivants, c'est un espace de travail, de recherche, de partage, d'expérimentation, auxquels sont conviés dans un premier temps des artistes et des scientifiques, pour se questionner sur le réel, sur notre rapport au réel, sur comment est-ce qu'on transforme ce réel-là en réalité, c'est-à-dire en de multiples histoires qui nous permettent de trouver du sens, à ce réel, hein, de trouver de l'ancrage peut-être là-dedans et voilà et effectivement en plus, enfin, en parallèle de ce travail autour des récits vivants, moi, ça fait quelques années maintenant que je me concentre, que je donne beaucoup d'attention à la création artistique, qui ne concerne pas que des humains et ça m'intéresse beaucoup et j'entends peut-être dans ta question, un travail, que je mène en ce moment, que j'appelle un solo, que je joue dans les bois et naïvement, j'ai commencé par, le qualifier de solo.
et en fait, plus je le joue, ça fait maintenant, 2 ans que je joue cette pièce et plus je me rends compte que c'est bien, bien loin d'être un solo, puisque c'est une pièce rituelle, très probablement, qui a à voir déjà avec les personnes humaines publiques qui m'accompagnent et puis avec tout ce qui nous entoure, quoi. Tout le monde végétal, tout le monde, animal, tout le monde minéral, et oui, c'est ça qui m'intéresse. Je pense qu'effectivement, créer un espace où les montagnes et les nuages vont avoir leur place, poétique, c'est cette démarche-là qui m'intéresse, et ça a à voir avec, alors je ne sais pas si c'est tout à fait l'endroit où, où tu as envie d'aller dans cette discussion, mais ça a à voir beaucoup, avec, les lectures que j'ai autour des cultures dites, animistes, et là, il y a quelque chose qui m'intéresse, énormément en fait, parce qu'on parle d'une culture, alors ça questionne sur cette notion. Qu'est-ce qu'une culture? Et la culture les cultures, animistes, proposent justement ces clés de lecture du monde, hem, où humains et non humains, partagent un même temps et un même espace. Ça me parle forcément beaucoup. Il y a quelques années aussi, j'ai fait un duo de danse qui était un duo pour un animal et un végétal et je dansais avec une plante particulière qui s'appelle la Salvia divinorum. J'aimais beaucoup danser avec elle, donc ça me parle beaucoup. Quand tu parles animisme, je sais que c'est des discussions qu'on a déjà eues tous les 2. On peut aussi se référer à, l'ethnologue, Descola qui fait la différence entre animisme, totémisme, j'en ai oublié un qui doit être symbolisme comme ça et naturalisme. Peut-être sans rentrer dans ces détails, hem non, je le vis en chamanisme, je le vis dans mon quotidien. Peut-être je voudrais avoir ton avis aussi sur ce rapport. Quand je dis: «Tu me renseignes une montagne», c'est parce qu'il y a un moment, je rentre dans la réalité, c'est un mot que tu as utilisé, je crois, de cette relation possible avec le vivant et non pas l'humain le qui est détaché de la nature, l'humain qui serait au-dessus de la nature, comme on peut voir dans d'autres traditions. Mais se sentir, se savoir, c'est une chose, le savoir intellectuellement, c'est une chose. Mais de le sentir, je sais que tu travailles aussi beaucoup sur le corps, quoi. De sentir combien on est du vivant, dans du vivant, toujours en reliance. Ouais. Tu parlais d'Escola et c'est vrai que c'est une référence, majeure, hein, pour, autour de tous ces sujets-là, et moi, il y a 3 ans, 3 4 ans, j'ai découvert un auteur, des États-Unis qui s'appelle David Abraham, qui a écrit, «Comment la terre s'est tue» et puis, «Devenir animal». Enfin, il a commencé par écrire «Devenir animal», mais ça a été traduit dans un second temps en français, et moi, ces 2 livres-là ont été vraiment des révélations, majeures dans mon travail, c'est vrai, mais vraiment, aussi dans ma manière d'être au monde, en fait, et David Abraham, dans ces 2 bouquins-là, propose, de se questionner sur comment est-ce qu'une culture animiste, peut être aujourd'hui vécue, dans l'époque et le monde dans lequel on vit. Comment est-ce que ce n'est pas et ça n'aurait aucun sens d'en faire une attention, nostalgique, en disant: «C'était bien quand on vivait, proche des arbres», mais de vraiment questionner comment est-ce qu'aujourd'hui, avec, le monde dans lequel on vit, comment est-ce qu'une culture, animiste, a de la place? Et il fait beaucoup ce travail, sur la sensation justement. Hem, pour le nommer différemment, on pourrait parler, d'empathie, au sens très noble du terme, c'est-à-dire de 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 se mettre à la place d'eux, et par exemple, il y a un de ses livres où il voit un oiseau, qui prend son envol. Il est, sur un piton rocheux ou un arbre, je sais pas, et il le voit prendre son envol et il voit, la puissance de ses ailes qui s'appuient sur l'air, qui lui permet de décoller, et il fait ce transfert, empathique, de venir sentir dans son corps qu'est-ce que c'est que cet appui sur l'air pour s'envoler, et c'est des exemples comme ça, moi, qui m'ont vraiment poussé à essayer d'observer le non-humain avec moi et petit à petit de sentir que chaque, individu vivant autour de moi est traversé par ce même désir de vie, que moi, et ça me touche beaucoup, et ça m'accompagne beaucoup dans chacune de mes démarches, qu'elles soient artistiques ou pas, finalement. Ça m'intéresse que tu aies utilisé le mot «désir», hein, encore une fois, parce que, on le retrouve en tantra. Dans ce cas-là, quand on va parler de la kundalini, il y en a beaucoup qui fantasment sur une montée de kundalini, mais c'est aussi juste la façon dont cette, vivance en nous est ressentie
que ça soit dans la relation amoureuse, mais que ça soit dans un contact. Le tantra, c'est autant avec la nature, quoi. Il y a autant de tantra dans la nature qu'avec un partenaire, quoi. Et dans le chamanisme, forcément, cette vivance, voilà, on y fait référence dans la façon dont on est relié. Je pense forcément à Om et Taku Yassin des les Indiens Lakota, la façon dont on est reliés tous ensemble. Et on est dans cette vivance qui est aussi quelque chose de très vibrant, qu'on peut sentir, d'énergétique, dans un monde d'énergie, de vie. Donc en Inde, à nouveau, ce sera la Shakti, la Prakriti, qui sera la nature vivante. Et il ne s'agit pas de la comprendre avec la tête, il s'agit de la vivre et d'être conscient qu'on baigne dedans. Voilà, juste conscient qu'on baigne dedans. Je sais Ouais. pas si ça. Bah, oui, oui. Oui, oui, carrément et je sais pas, s'il y a un ordre particulier. Est-ce qu'on la sent puis on est conscient ou est-ce qu'on est conscient puis on la sent? Je me raconte que peut-être ça dépend beaucoup de chacune des personnes qui tentent ces expériences-là, mais ce que je constate en tout cas, c'est que, dès qu'on plonge un petit peu dans ces qualités d'attention, il y a un rapport de réciprocité qui opère, assez rapidement. Heu, J'entends par là, je raconte un peu une anec je te raconte un peu une anecdote, Mmh. tu vois? Mais vu que ça fait maintenant quelques années que je m'amuse à sentir, le voisinage des vivants non humains autour de moi et qu'on partage ce même espace qu'on appelle la planète Terre, hem, j'ai senti au bout d'un moment que le regard que j'avais sur un arbre, par exemple, admettons, bien que la qualité de regard que je pouvais avoir à un arbre m'aidait à vivre. Ça m'aidait à me sentir vivant et puis c'est dans un second temps, que je me suis rendu compte que c'était peut-être réciproque. Que peut-être la qualité, de regard qu'a l'arbre sur moi, l'aide à vivre aussi et je me suis raconté ça, alors c'est peut-être une fable, j'en sais rien, mais à partir du moment où je me le suis raconté et ça a à voir avec les récits du coup, à partir du moment où je me le suis raconté, quelque chose s'est transformé en moi et quelque chose s'est transformé à cet endroit de la réciprocité et du lien et du fait de se sentir, ensemble et moi je trouve ça très, très beau, en fait. Je trouve ça très, très beau, on parle d'un arbre, alors continuons avec un arbre, mais tout à coup de sentir, ce voisinage, ce compagnonnage, qu'on est dans le même temps et le même espace à ce moment-là et traversé par cette même énergie vivante et moi ça me touche beaucoup, ça m'aide, profondément à être humain en fait, hein. Mmh. J'aime bien que ces expériences qui peuvent paraître extraordinaires pour quelqu'un qui les a pas vécues, qui sont simplement peut-être d'être un peu plus proches de la réalité, hein. Il y a toujours cette idée, pour moi, dans les états de conscience un petit peu élargis, d'enlever les œillères, de sortir de mon mental. Donc tu dis peut-être, est-ce que c'est le comprendre avant ou le sentir? Ça dépend sûrement de chacun, mais en tout cas, le comprendre ne suffit pas. Et le fait que quelqu'un le sente, le vive, alors est-ce que c'est un récit? Est-ce que c'est une histoire qui se raconte par rapport à son vécu? J'en sais rien. Hem, ou est-ce que c'est la réalité? Ou est-ce qu'il se rapproche un tout petit peu d'une réalité qui reste de toute façon inaccessible? Mais dans tous les cas, je trouve ça intéressant qu'il y ait autour de ça un récit parce que, si on revient sur Descola, quand il parle de cette, société, la nôtre naturaliste, qui fait la différence entre ce qu'on appelle la nature, qui est ce qui est extérieur et nous autres, comme dans certaines, visions, de certaines religions qui sommes là heu, commander à la nature, nommer la nature et commander, bah, forcément dans une relation à partir de cette histoire-là, qui n'est pas la même. On va être dans une relation d'exploitation et non plus dans une relation de symbiose, de communication, de reliance, d'interaction. Voilà, il y en a un qui on n'est pas au même niveau, quoi. Il y a un qui est un objet d'un côté et qu'on peut exploiter et puis de l'autre, bah, il y a de la relation, quoi. Donc ça change beaucoup le récit que tu racontes, mais ce récit, c'est important qu'il soit nourri d'un vécu, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais. Moi je pense un peu comme ce que je te disais au début de notre conversation qu'on serait bien en peine, d'avancer dans nos expériences, de vie sans récit. Ce serait j'ai le sentiment, en tout cas, que ce serait un espèce de chaos intérieur insupportable, de ne pas avoir cette capacité à se raconter des choses. Parce qu'on est tellement justement des animaux, sensibles, on reçoit tellement d'informations, heu, physiques, physiologiques, psychiques, heu, intuitives, des choses aussi, voilà, que je crois que la capacité à faire récit, c'est une capacité qu'on a à créer un peu d'ordre, dans tout ça. Et et que ça nous permet d'avancer en fait, d'exister, d'être là. Hem,
pensais à autre chose qui est en train de m'échapper justement. Sur, oui, le ressenti, ça me fait penser tu parles déjà de Philippe Descola depuis 2 fois, 2-3 fois et il y a un de ses disciples, hein, je me permets de le nommer comme ça, qui est, Baptiste Morisot, qui fait partie de cette vague qu'on appelle les philosophes du vivant et dans un de ses premiers livres, je pense, qui nomme le terme de sang forestier et c'est un terme qu'il a mis beaucoup de temps à trouver, pour parler de cette, cette aptitude, cette habitude même qu'il avait à aller au grand air, justement pour ne pas nommer la nature, pour ne pas dire: «Je vais faire un tour dans la nature» et il a pris beaucoup de temps à trouver le mot juste pour ça. Il est passé par, dire, «Je vais au grand air», ce qui est une manière de dire les choses et plutôt, vraie et puis il en est arrivé à parler de sang forestier et ça lui a convenu d'employer ce terme-là parce que pour lui, dans sang forestier, il y a de nouveau un mouvement réciproque. Il y a autant le mouvement d'aller dans la forêt que de laisser la forêt venir en nous et et ça pour moi c'est hyper, important. Je sais que peut-être, mais pour moi c'est vraiment une dynamique, fondamentale qui est d'ouvrir une porte à cet endroit de la réciprocité. C'est c'est un mouvement de circulation. C'est très beau dans ce rapport que j'ai forcément avec, je veux dire la forêt là, je vais surtout pas dire la nature, mais par exemple dans la forêt et dans les pratiques chamaniques qui peuvent se passer dans la forêt, bien sûr on fait quelques pas vers elle, mais après dans les incantations ou dans des choses comme ça, dans les appels, on peut appeler les directions, on peut appeler des divinités, on peut appeler des choses. C'est qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, à nouveau, c'est pas une histoire de croyance, peut-être c'est une histoire de récit qui est une culture qui s'est surrajoutée, mais c'est bien l'idée, en chamanisme, il y a soit le voyage, soit la possession et voilà, si c'est la possession, comment je me laisse pénétrer par ces forces, par ces énergies? Alors, est-ce que c'est une histoire que je me raconte? Bon, bah, quand je le vis, voilà. Et quand je voyage, c'est pareil, je peux voyager extérieurement dans la forêt, dans la nature, ou je peux voyager dans ces univers qui me sont aussi accessibles, qui font aussi partie de ce réel. Et bien sûr, chaque culture a raconté ça d'une façon qui pouvait faire sens pour l'ensemble du groupe et qui pouvait faire sens pour la communauté et qui était un point commun. Mais pour moi, la question du quand le récit vient, j'ai l'impression que c'est comme pour les mythes, il vient se rajouter à une réalité indicible pratiquement et c'est pour ça, il y a peut-être que les artistes qui peuvent s'en rapprocher, commencer à en dire des mots, nous permettre de le toucher pour ceux qui ne l'ont pas touché. Mais après sinon, on se regarde dans les yeux, puis on dit: «OK, lui, il sait de quoi je parle, quoi. Lui, il a exploré aussi cet endroit-là. Lui aussi, il a été touché par ça. Lui aussi, il l'a vécu». Alors c'est super qu'il y ait un artiste, mais je ne sais pas si le récit est quelque chose qui s'invente ou qui va servir d'intermédiaire entre, un réel un monde imaginal. Je pourrais aussi avoir envie de dire, si je reprends de Henri Corbin, un monde imaginal comme ça et des énergies et des esprits et des archétypes et des choses comme ça qui nous dépassent dans notamment, ce vivant, en relation avec ce vivant. Là, tu as employé le terme, à 2 reprises de croyance et et ça m'intéresse de parler un petit peu de ça. Je sais pas, tu me diras ce que tu en penses, mais moi, pendant longtemps, le terme croyance, c'est quelque chose que j'ai négativé. J'ai longtemps cru qu'il fallait vivre sans croyance, oui, qu'il fallait se méfier des croyances, que c'était, un chemin d'enfermement. Et bon, voilà et c'est très récemment, et depuis que je m'intéresse, d'un peu plus près au récit et à la puissance en fait, de métabolisme du récit, que la croyance est importante, qu'elle est inévitable et qu'on vit de fait, dans des principes de croyance, quoi et que ça a à voir, à différentes échelles, de la société. Hem Et c'est ça aussi qui m'intéresse. Bon, je me suis permis tout à l'heure de parler un petit peu de la sphère politique, mais parce que c'est des choses qui m'intéressent aussi beaucoup, la sphère sociale, comment est-ce qu'on fait société? Hem et je crois que les croyances, sont nécessaires. Heu, je crois que les croyances, oui. Je pense ça et et les récits, les nouveaux récits, heu, l'émergence de nouveaux imaginaires peuvent justement permettre, selon moi, à venir nourrir, de nouvelles croyances, de qu'est-ce que c'est que ce monde-là? Qu'est-ce que c'est que cette expérience qu'on appelle la vie? Heu
Et aujourd'hui, je m'intéresse, beaucoup plus avec avec attention, avec parcimonie, avec, voilà, en restant humble là-dedans, mais je crois que la croyance est nécessaire et je pense que le travail du récit vient servir ça, quoi. Bon, sur la croyance, j'ai comme toi, cet a priori négatif parce que j'ai vu aussi le chamanisme, des chamanismes évoluer et dans des superstitions, ras pâquerettes et donc je continue à faire attention à pas, juste croire n'importe quoi et rajouter des croyances aux croyances, avec un exotisme et tout ça, ça m'intéresse pas du tout. En chamanisme, par rapport à ça, on a un outil qui s'appelle la traque. J'ai essayé de me traquer moi-même, de traquer mes croyances, de traquer mes habitudes, tout ça, de m'auto-observer sans jugement, mais je m'auto-observe. Donc ça m'intéresse pour traquer un certain nombre de croyances. En même temps, j'entends bien que dans le commun, à un moment, mais je vais plus forcément te parler de croyance, c'est, de reconnaissance la question, hein. C'est la question pour moi du mythe qui est vraiment différente. Je pense, à des gens bien sûr comme Jung, mais à des gens comme, James Hillman qui à partir de ces mythes, mmh, définissent, combien l'homme peut, naître à partir de ces mythes, comment de nouveaux hommes peuvent apparaître avec de nouveaux mythes, de nouvelles croyances. Quelqu'un d'autre comme Luc Biget, va être très attentif à les mythes grecs, il va les relire, les relire différemment. Combien les mythes grecs ont structuré, toute une pensée, toute une culture, toute une civilisation. Donc est-ce que c'est une création humaine? C'est bien embêtant cette question, hein. Les artistes le ramènent, mais de toute façon comme ils sont, influencés par les muses, Ouais. Bah, oui, c'est ça, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une question importante à cet endroit-là. Est-ce que c'est une création humaine? Je serais bien en peine de me prononcer sur le sujet, mais étant dans cette actualité-là, personnellement, c'est-à-dire, et humain et en vie, j'ai envie d j'ai je souhaite, être à cet endroit-là, de me questionner sur les récits qui m'entourent, de me questionner sur comment est-ce qu'ils me construisent, comment est-ce qu'ils me façonnent, comment est-ce qu'ils m'accompagnent, comment est-ce qu'ils me contraignent aussi, comment est-ce qu'ils me limitent. Heu, pour moi, ça a à voir avec une certaine, qualité d'hygiène, en fait. De la même manière qu'on peut faire attention, à notre alimentation, on peut faire aussi attention, à la qualité des récits qu'on laisse, rentrer à l'intérieur, quoi. mmh. Qu'on laisse entrer à l'intérieur et puis qu'on laisse sortir, donc tout un chacun dans la façon dont on s'exprime, encore plus un artiste, encore plus quelqu'un qui crée de tels récits et pour moi, ça s'implique dans si on regarde la question du départ qui était peut-être de nouveaux récits pour du vivant, cette nouveauté, il y a toujours cette richesse, il faut la connaître, la richesse de tous les mythes anciens, de quelle plein de cultures, de quel régal de plonger là-dedans et c'est toujours fécond, je crois. Mais en même temps, le monde change tellement, c'est super important qu'il y ait des nouvelles choses qui vont être porteurs d'énergie, qui vont amener je fais exprès de prendre un c'est pas un contre-exemple, mais je fais exprès de prendre le nazisme ou des choses comme ça, ont été ont entraîné derrière eux, ils sont tellement d'énergie. Alors voilà, ce qu'ils en ont fait, c'est absolument incroyable. Mais c'est pour montrer la force que ça a, un récit ou un mythe ou quelque chose quand des milliers de gens commencent à croire à la même chose, ça a une force incroyable. Et là, je crois qu'on a un besoin de récits pour que l'humanité puisse continuer à évoluer dans des étapes suivantes. Qu'est-ce qu'on est nul, quoi, pour l'instant, qu'est-ce qu'on est nul collectivement, l'humain est vraiment pas bien loin. Alors comment contribuer à est-ce que c'est l'émergence? Est-ce que c'est percevoir? Est-ce que c'est être un filtre? Est-ce que c'est alimenter, comme si on arrosait les bons endroits, pour que certaines fleurs, élaguer des récits ou des peurs ou des croyances qui étaient enfermantes et puis continuer à nourrir les autres ou les inventer ou Mmh. j'aimerais. Et c'est vrai que tout ce que tu dis, c'est des questions, qui sont, primordiales et inévitables, quoi. Qu'est-ce Quels sont les espaces qu'on continue à arroser? Alors tu as mentionné le nazisme, hein, qui est une période, terrible de notre histoire, mais on pourrait prendre des exemples, qui sont encore plus actuels, et parler de cette société, matérialiste-là, qu'on pourrait nommer, capitaliste, pourquoi pas, qui est aussi, hein, un récit, d'une puissance, extraordinaire. C'est quand même un récit qui nous fait croire, et qui embarque énormément d'individus, dans ses croyances, nos besoins.
de possession matérielle et que ces besoins-là, ces croyances de besoins-là, elles nous éloignent, j'ai le sentiment, beaucoup de possibilités de s'incarner, dans un rapport, vivant et là, je vais employer un terme important, désanthropocentré. Voilà, d'envisager assez clairement que l'être humain n'est pas le centre, du mouvement vivant et donc voilà, moi, je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment et les artistes et les scientifiques et tout un chacun, en fait, a s on a cette responsabilité aujourd'hui, de participer à un mouvement que moi, je trouve, magnifique, hein, qui est une métamorphose, culturelle. On est dans un mouvement de métamorphose culturelle. Enfin, en tout cas, je le souhaite très, très fort. J'ai le sentiment, qu'on est, quelques-uns, quelques-unes à être dans ce mouvement-là et que pour l'instant, on est probablement dans un espace de chrysalide, hein. Tout est en train de travailler, encore, à l'abri du jour. Mais, moi, je fais ce souhait et je participe comme je peux pour que la J'aime bien que chrysalide tu aies s'ouvre. rajouté pardon, j'aime bien que tu aies rajouté, les scientifiques, hein, il y a pas que les artistes, hein, moi je mettrais aussi plein de gens qui sont dans une recherche, spirituelle, forcément et tu as été jusqu'au capitalisme, pourquoi pas? Le premier mot que tu avais utilisé, c'était, un monde matérialiste, une représentation du monde matérialiste et déjà là, on peut s'arrêter parce que j'aime beaucoup ce qui se passe en ce moment. Je m'intéresse de 1000 façons à la conscience et actuellement, c'est une vraie question. Est-ce que si on est matérialiste, c'est la complexité du cerveau, des neurones, mais pourquoi pas de l'IA qui crée la conscience? Mais si on a une autre représentation du monde animiste ou autre, il y a d'autres noms, noniste ou quelque chose comme ça, je crois, ça va être le contraire. C'est bien la et en Inde, c'est vraiment comme ça, c'est d'abord la conscience qui va se matérialiser et donc c'est une représentation du monde absolument différente et donc à partir de là, tous nos comportements vont être différents et j'adore qu'en ce moment, les scientifiques ont vraiment cette même question, ceux qui travaillent sur l'IA en particulier. Si on est vraiment matérialiste, bon, bah, l'IA va créer une conscience très bientôt. Si on n'est pas dans cette vision matérialiste, elle aura une forme d'intelligence, mais comme un robot, comme des bases de données immenses, mais ça ne sera pas de la conscience, quoi. Ouais, Et là, il y a des besoins. Ce ne sera pas du vivant et ça sera peut-être pas du vivant voilà, au sens qu'on l'entend. ouais. Mais c'est vrai et là, tu m'amènes petit à petit sur ce terrain, je m'y attendais pas, mais moi, je sais que dans mon travail et mes préoccupations, je sens aujourd'hui de plus en plus un endroit, dans le monde dans lequel on vit, dans le monde des humains, hein, dans lequel on vit, une dimension, duelle avec, des visions qui s'opposent, des points de vue, sur des manières de faire société, des civilisations qui s'opposent. Pour l'instant et peut-être que c'est juste moi, enfin moi et quelques-uns qui sentons ça, mais dans le sens que je veux pas en faire une vérité. Mais effectivement, moi aujourd'hui, j'ai envie de m'engager de plus en plus pour, nourrir, des récits qui vont, redonner de la vitalité, heu, aux dimensions du vivant, précisément. Et que ces dimensions-là, vivantes, ne soient plus, considérées à l'endroit d'objets, de ressources, heu, mais beaucoup plus à l'endroit d'une expérience extraordinaire, cosmique qui nous est donnée de faire, quoi. Pour moi, c'est une vision ontologique. C'est pour ça que tu es au CNRS? Ouais, exactement. Ah, je me permets cette petite blague, tu veux nous rire? J'ai adoré t'entendre dire ça un jour, ça va, c'est une blague, mais c'est pas une blague, c'est ça qui est intéressant. Ouais, ouais, c'est vrai, tu as raison. Le CNRS, c'est un nouveau centre de recherche, que j'ai eu le plaisir de créer il y a pas longtemps et qui est le Centre national des recherches sauvages et c'est un centre national des recherches sauvages que j'utilise pour cette pièce que je joue dans les bois et j'ai fait ça au début, un peu comme, un artefact, théâtral et puis il y a beaucoup de personnes dans le public qui sont venues me voir à la fin en me disant: «Mais, tu pourrais m'en dire un peu plus sur ce CNRS sauvage?» En étant assez convaincu que ça existait réellement. Et alors, bah, je me suis dit: «Bah, oui, tiens, en fait, ça existe réellement». Ça existe réellement déjà dans le simple fait que je l'utilise pour faire cette pièce et puis ça m'intéresse aussi parce que, ce que je mets là-dedans, dans ces recherches sauvages, c'est une espèce d'alliance, tout à fait amicale entre la recherche scientifique et la recherche artistique et poétique et ça me plaît beaucoup et j'essaie d'imaginer des histoires, des récits, encore une fois, des faits,
qui sont, basées, sur des définitions scientifiques, avérées et puis qu'on va venir nourrir, par, un imaginaire, par, une autre manière de se raconter les choses et ça, je trouve que ça peut avoir, beaucoup d'effets, dans le corps, en fait. Heu, Si on se souvient du moment où on a été enfant et qu'on nous a raconté des histoires, ou si on s'en souvient pas, quand on observe des enfants à qui on raconte des histoires, il y a aucun doute que l'histoire qu'on leur raconte, est vécue dans tout leur corps, et je mets, dans le corps, toute la dimension de l'imaginaire, quoi, qui fait partie du corps, quoi et avec ce CNRS, sauvage, j'aime bien jouer un petit peu à ça. Heu, Tu vois, si je te donne un exemple, par exemple, je raconte à un moment donné qu'il est avéré qu'une particule d'air met quelques mois pour faire le tour de la planète. Et qu'à partir de ce moment-là, on peut tout à fait envisager que l'air qu'on inspire, à ce moment-là précis, là, celui que tu es en train d'inspirer maintenant, bah, c'est un air qui a déjà été inspiré avant toi, par une baleine, par exemple, heu, ou par des oiseaux migrateurs ou par, un arbre, tu vois? Et en fait, cette petite blague, ce petit conte, cette petite fable, pour moi, a de l'effet. Si tout à coup, je me rends compte que cet air-là que j'inspire, c'est un air que je partage avec une baleine, un autre être vivant que je ne rencontrerai peut-être jamais, et ben ça nous relie et ça me plaît beaucoup, en fait et le Centre national des recherches sauvages, et ben, aurait cette vocation-là, de mêler, la recherche scientifique à une poétique, ouverte, libre. Il va y avoir beaucoup de candidatures maintenant pour, aller bosser au CNRS maintenant avec toi. Hem, j'ai ce que j'aimais aussi dans ce que tu disais là, c'était que, un jour tu m'as envoyé ça par rapport à certains de mes ateliers et tu évoquais l'idée d'une anthropologie expérientielle. Je trouvais ça Ouais. intéressant que ce soit pas juste une anthropologie qui essaye de comprendre, mais expérimentale et expérientielle. Les 2 mots peut-être tu m'as dit expérimental et moi j'avais rajouté expérientiel parce que j'aime que ça soit des pratiques et et des pratiques qui peuvent nous transformer ou nous ouvrir ou nous révéler. C'est pas forcément nous transformer, on n'est pas de du développement personnel pour moi, mais à nous révéler sous toutes nos dimensions et donc forcément en reliance. En reliance. Mmh. Ouais. Bah, oui, oui, je me souviens de ce moment où on avait parlé de l'anthropologie expérimentale. Heu, je sais pas trop quoi dire de plus par rapport à ça, mais il Et y le a lien avec ton voilà. CNRS. Ah, je faisais le lien avec ton CNRS où il y a une connaissance qui peut être une connaissance, juste une étude, mais en assez extérieure et puis là, on peut baigner dedans comme on baigne dans le vivant, mais comme on baigne comme tu es chercheur, sauvage parce que c'est pas reconnu, mais en même temps, c'est le sauvage. On a la même définition, hein. Moi, je fais des wild cérémonies, qui sont des cérémonies sauvages, mais au sens, libre, sauvage et pur. Moi, je dis souvent, au sens naturel. Alors, j'ose plus dire naturel, au sens vivant, Ouais, vibrant. Voilà, je sais plus. Chaque mot est réinterrogé comme ça, mais ouais. Ouais, ouais et moi, en tout cas, ce que je retiens, à cet endroit-là, sur, l'expérientiel, qui est ou pas finalement, expérimental, c'est le rapport à la pratique, effectivement. Hem, je pense que c'est fondamental, en fait, cette dimension où il y a une implication une fois de plus, du corps. Je crois et de plus en plus et on en a aussi parlé ensemble déjà, à l'expérience par le corps, à l'épreuve du corps, au corps éprouvé. Je crois qu'à cet endroit-là, il y a énormément de choses qui se manifestent, qui s'expriment et qui souvent sont tues, ou plus écoutées et la pratique, pour moi, c'est pas alors là, pour le coup, c'est pas du tout à mettre en opposition à la théorie, hein, les 2 m'intéressent et je pense que les 2 doivent vraiment se nourrir, l'une l'autre. Mais la pratique amène quelque chose qui va être, selon moi, métabolisé dans des rapports sauvages, dans des rapports inconscients et ça me plaît beaucoup. Il y a une des pratiques dont on a déjà parlé ensemble, hein, qui est ce rapport au systéma, qui est cet art martial, russe, qui moi m'intéresse beaucoup et que j'ai très, très vite associé, et à ma pratique, scénique et à ma pratique, d'enforestation, parce que c'est ce sont des outils qui permettent de nous qui rendent présents, en fait, voilà. Ce sont des outils qui rendent présents et ça, c'est quand même une clé, importante, hein, je crois. c'est d'ailleurs un mot par un moment, je crois que notre travail pouvait s'appeler ou peut-être ton site internet «Les outils sauvages».
Ah, il y a bien cette idée d'un pragmatisme, de quelque chose de et la pratique, tout comme la forge va me transformer et moi je suis aussi dans des pratiques, dans des voies spirituelles, mais qui sont forcément pratiques et forcément incarnées et forcément dans le corps, que ce soit tantra, yoga, chamanisme et forcément en tenant compte de l'autre et tenant compte de l'environnement, quoi. J'aime qu'on Ouais. puisse expérimenter, c'est la sadhana, c'est la pratique régulière en Inde et c'est elle qui me transforme et qui me qui me révèle. Il faut que je fasse attention, j'ai plus envie d'utiliser le mot transformer, qui me révèle, dans toutes les dimensions de mon être, en relation avec toutes les dimensions du vivant, donc génial, tu expérimentes comme ça dans le corps aussi. Drôle d'art martial russe, hein, peut-être faut en redire un mot aussi parce que art martial russe, ça peut donner envie de partir en courant, quoi, un truc de gros bourrin, c'est Fight Club, non, non, j'ai adoré cet endroit où c'était un travail de respiration, un travail de présence, si tu veux en dire un mot aussi. Ouais, 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 bah, ouais. Ce qui distingue, cet art martial de tous les autres arts martiaux principalement, qui nous viennent de l'Orient et de l'Extrême-Orient, c'est que c'est un art martial qui est basé sur des principes de combat libre. Alors, combat nécessairement puisque c'est un art martial, donc on se sert du combat pour, traverser et expérimenter tout un tas de choses, mais dans un rapport de liberté des mouvements. C'est-à-dire qu'il y a aucun kata, aucun mouvement, imposé à travailler, mais chacun va aller chercher, son propre systéma finalement, hein, son propre système en fonction de ses capacités physiques, psychiques, émotionnelles, donc c'est un immense, espace pour aller, heu, à la recherche de soi-même et le combat ici, bah, propose d'aller à l'endroit le plus confrontant, possible puisque ça va avoir avec, des projections autour de la peur, autour de la douleur, autour de 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 la présence une fois de plus. Être là, être prêt, hem et et tout ça nous sert effectivement à travailler, à assouplir tout plein de tensions, qui nous travaillent, chaque jour dans notre, quotidien, quoi. Moi, ce Ouais. que j'aime dans ces pratiques, c'est le système A ou d'autres, c'est ça rejoint à la question tout à l'heure du réel et de la réalité, c'est qu'elles nous obligent et nous permettent et nous projettent dans le réel. Je me rappelle aussi dans des cours de kung-fu où c'était la règle, quand tu te prenais un grand pain dans la tête, tu disais: «Merci, tu m'as montré que j'étais pas présent ou que ma garde était mauvaise» ou du réel et parfois dans certaines spiritualités, hors sol, je fais exprès de les appeler comme ça, oh là là, qu'est-ce qu'on peut se raconter des choses? Il y a juste non pas expansion de la conscience, mais expansion de l'ego spirituel et on se raconte des histoires et on se raconte des histoires et j'adore retomber sur des vidéos des fois de grands maîtres du ki, qui un jour, bastonnent avec un mec et qui peuvent pas parce que c'est du réel quoi, voilà. Oui à l'énergie, oui à la conscience, oui à la spiritualité, mais ramener dans du réel et là, ces situations un peu d'urgence, une situation où on convoque, tu as dit, notre côté physique, psychologique, émotionnel, où tout cela, bah, je me raconte pas d'histoire, c'est avec ça, c'est ça que je Ouais, travaille. Patiemment, que je remets sur l'établi à nouveau, que je remets sur l'enclume pour me forger, et avec le monde extérieur et avec l'autre quoi. ouais J'aime cette dimension. et précisément pour revenir un petit peu à ce qu'on disait, plus tôt, dans un espace et dans un temps dédié, parce que tu vois, quand on parle de combat, par exemple, on va parler de il y a un rapport à la violence. Il y a un questionnement, qui est jamais très, très loin sur la violence ou ne serait-ce que sur l'agressivité, qui a un autre mot, mais qui a un mot aussi qui est problématique, hem et du coup, qui est problématique dans nos sociétés. Du coup, on le met un petit peu à l'écart comme ça. On veut pas en entendre parler ou c'est aussi, mal considéré et cet espace et ce temps, dédié, qu'on appelle le dojo, heu, bah, permet justement ça, d'aller voir ça aussi, d'aller voir qu'est-ce que c'est que cette, violence, Moi, je me souviens quand j'ai commencé cette pratique, au bout de 2 ans de pratique, je commençais à avoir une certaine, habilité et puis un jour, je suis allé voir, l'instructeur que je suis encore aujourd'hui, pour lui dire: «Ah bah, je commence à bien me sentir, j'arrive à faire des choses. Souvent, quand je suis en combat, c'est l'autre qui se retrouve à terre, tout ça», il me fait: «Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas mieux. Expérimente aussi quand c'est toi qui te retrouves à terre» et j'ai trouvé ça super, effectivement et c'est une école aussi de ça. Heu, des fois on est là, des fois on est sur nos 2 pieds, puis des fois on est aussi humble qu'on a la face dans la terre et c'est aussi ça, quoi. Je voulais en profiter pour rebondir à partir de là sur, hem, la possibilité justement toujours d'être complet
Et si on va vers moi, ce qui m'intéresse, c'est cette évolution, c'est accompagner des personnes dans leur évolution et qui à nouveau pas un idéal. Là, dans cet exemple dans le combat, on peut imaginer le guerrier invaincu ou je ne sais pas quoi. Et si on va dans notre humanité, à un moment, c'est plus une question du tout ça. Il y en a des plus forts, il y en a des moins forts, c'est plus une question et quelque chose d'autre va pouvoir se construire. Et c'est vraiment cette idée de 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 choses qui sont aussi refoulées. Moi, j'aime mieux qu'on regarde aussi nos limites, qu'on prenne connaissance encore du réel. Et j'ai beaucoup plus confiance en quelqu'un qui fait des arts martiaux, qui a été au-dessus, qui a été en dessous, qui connaît son corps, qui connaît ses limites, ou qui est conscient de son agressivité, de sa peur, de ses peurs et tout ça, et non et qui n'a pas de passage à l'acte violent et toutes ces choses-là. Je préfère beaucoup ça que des sortes de chevaliers blancs qui ont pas exploré tout ça et jusqu'au jour où ils pètent les plombs, quoi. J'aurais toujours adoré dans ces lieux comme c'était des lieux calmes et c'est la différence entre sport de combat et art martial aussi, qui devient aussi un art de vivre au bout d'un moment. C'est pas la seule voie, hein, ça devient un art de vivre aussi. D'être au monde, d'être en relation avec l'autre. Ouais. Et ce qui est très beau aussi dans ces espaces-là, c'est qu'on travaille ensemble. L'espace du alors là, on part dans dans un autre sujet, hein, mais l'espace du dojo, l'espace de la pratique, c'est des endroits, dédiés, ritualisés, plus ou moins ritualisés, mais et où on avance ensemble et ça, je trouve ça, très beau, en fait, de pouvoir, se travailler les uns les autres. Ça vient aussi dire une espèce de matière, qu'est-ce que le corps? Tu vois? Qu'est-ce que le corps? Est-ce que c'est juste mon corps ou à partir du moment où je suis en interaction avec l'autre, est-ce que c est-ce que cette relation fait aussi partie de mon corps? Tu vois? Et pour moi, un dojo, c'est un endroit où on vient travailler une matière commune comme ça et je trouve ça assez beau. Hem, Nul doute là-dessus. Je connaissais le club aussi dans lequel tu as commencé et qu'il peut y avoir la notion ailleurs en Inde, ce serait de la sangha, de la communauté des pratiquants dans ce lieu qui est le dojo, qui est le lieu de la pratique. Donc c'est pas une pratique religieuse, mais elle n'en est pas pour moi moins spirituelle. bien sûr, Voilà, ouais. spirituelle au sens large, quoi, voilà. Est-ce que tu est-ce que tu veux rebondir sur d'autres choses qu'on n'aurait pas abordées ou que tu veux, on va pas faire beaucoup peut-être plus long, sur, c'est le nouveau, le vivant, plein d'autres choses comme ça? Bah, ce qui me vient et j'ai bien envie de terminer là-dessus, si tu proposes qu'on termine, c'est, bah, je te remercie déjà Eric pour cette belle invitation. On est parti avec un sujet et puis on est parti bien loin pendant cette petite balade, c'était très agréable, une petite balade, immobile derrière nos écrans respectifs et il y a une image qui me vient, qui a à voir avec la pratique, et qui se passe avec ma petite alors je vais parler de moi, mais ça a à voir avec la routine matinale, que je m'offre, chaque jour, au bord d'une rivière pas très loin de chez moi et puis ça commence par un temps d'assise, de respiration, de voilà, où je reprends, contact avec ma qualité respiratoire du moment. Puis il y a des exercices physiques, puis ça dure un certain temps et à la fin, je termine par un geste que je faisais un peu de manière presque, mécanique, sans trop y mettre d'attention et puis maintenant que je le fais chaque jour depuis plusieurs, années maintenant, c'est un geste qui a de plus en plus de sens. C'est le fait de de relier mes 2 mains et au moment où elles se contactent, de dire: «Le corps et l'esprit». Avec ce petit «et-e-t» ou «et-e-s-t» qui reste trouble, flou. Je ne sais pas si c'est «et-e-t» ou «et-e-s-t». Le corps et l'esprit et je termine ma petite routine par ça et je vérifie ou plutôt je mets de l'attention à la qualité de ma routine dans le son de ma voix, dans comment est-ce que ma voix va sortir pour dire le corps et l'esprit et ça me donne beaucoup d'indications sur la sur une certaine qualité, sans la juger, de la routine qui viendra d'avoir lieu et voilà, j'avais envie de partager ça avec toi pour terminer et parce que ça a à voir avec tout ce qu'on s'est dit, la pratique, le rituel, les récits, hem et la présence. Je vais pas te faire le même coup que j'ai fait la dernière fois à Patrick Gaudin parce que c'était le mot de la fin, puis j'avais rebondi et donc c'est moi qui avais le mot de la fin, donc je te laisserai le mot de la fin, mais je vais rebondir encore sur ce que tu viens de dire, mais aussi intéressant que ça sera ce que tu diras après, je ne dirai plus rien. Bien sûr, ça me fait aussi penser à d'autres endroits, on va dire force et paix, c'est le même, ça d'autres endroits namasté, d'autres endroits des prières, une alliance du masculin, du féminin. Il y a plein de façons de trouver des alliances, mais dans tous les cas,
il y a ce «et» que toi tu as laissé le doute sur EST, ET. Dans les voix non duelles, on insistera sur le ET, sur une chose et son contraire, yin et yang, masculin, féminin, conscience, matière, et cetera et mais j'aime bien qu'il y ait un EST aussi. Mais je vais te laisser le vrai mot de la fin. C'est un peu un piège. Merci. OK.